pour le CRES, pour ceux qui ne connaissent pas, le CRES est un centre ressources généraliste en éducation pour la santé et en santé publique. Donc, nos actions s'adressent principalement et uniquement aux professionnels du sanitaire, du social, de l'éducation, de la santé, principalement aux professionnels. Nous n'avons quasiment pas d'action en direction directe du public. Nous abordons, notre activité est assez variée. Nous avons différentes missions. On fait notamment de la formation, du conseil en méthodologie, de l'évaluation, des prestations documentaires, donc avec notre centre ressources documentaires avec différentes thématiques en santé publique. Nous gérons différentes bases de données comme Bebop ou Oscar. Et puis, donc, depuis 2016, nous avons la mission d'ambassadeur pour la campagne Moi sans tabac. Et donc, nos missions dans le cadre de cette campagne, c'est de relayer la campagne auprès des professionnels ou des entreprises, en tout cas tout acteur susceptible de mettre en place une action Moi sans tabac auprès de ses usagers, de ses professionnels, de ses clients, de ses patients. Nous proposons également un accompagnement méthodologique pour expliquer la campagne, expliquer comment on peut mettre des actions Moi sans tabac, quel type d'actions, quels outils sont mis à disposition. En partenariat avec les comités départementaux d'éducation pour la santé, donc il y en a un par département, et l'association Le Souffle 84 pour le département du Vaucluse. Nous proposons également différentes formations qui sont prises en charge par l'Agence régionale de santé et qui donc sont sans coût pour les participants, avec des formations sur l'entretien motivationnel, sur le repérage précoce et intervention brève et sur le traitement de substitution nicotinique. Donc, ces formations sont organisées dans le cadre du Moi sans tabac chaque année lors de la campagne Moi sans tabac. Et puis, nous avons aussi une mission donc, de bilan annuel des actions qui ont été mises en place sur le terrain par les acteurs et donc de renseigner les actions sur la base de données Oscar Moi sans tabac, qui est une base de données gérée par le CRES, mais qui est nationale et sur laquelle on retrouve recensées les actions Moi sans tabac dans les différentes régions. Alors, ce n'est pas exhaustif, mais en tout cas, ça donne une idée du nombre d'actions qui ont été mises en place. Et puis surtout, ça peut donner des idées d'actions pour les acteurs de terrain. Donc voilà, je laisse la parole à Madame Convence et au Dr Worth pour ce webinaire et je vous souhaite une belle écoute. Merci beaucoup du coup au CRES de PACA et à Moi sans tabac de nous avoir permis de faire ce webinaire sur ce sujet. Et merci au Dr Wirth d'intervenir du coup sur ce sujet. Donc je suis Ajoni Convence, donc chargée de mission à Action Traitement. Donc Action Traitement, c'est une association de patients qui a pour but d'informer, d'accompagner, de soutenir et de défendre les droits des personnes vivant avec le VIH et ses co-infections, donc hépatite et autres IST. Donc on a un programme d'accompagnement avec une équipe pluridisciplinaire. On a différents outils, donc on a des outils papier et numérique. Donc dans les outils numériques d'accompagnement, on a une application qui s'appelle ATMedInfo qui permet de voir en fait les interactions médicamenteuses entre les différents médicaments et les traitements antirétroviraux, ainsi qu'une application appelée AT-PrEP, qui est l'application de suivi de PrEP. Donc la PrEP qui est le traitement de prévention du VIH. On a donc aussi des supports d'information papier, donc sur la PrEP, le chemsex, les ARV, et on organise aussi des colloques scientifiques, ainsi que des webinaires. Donc là, par exemple, d'ici la fin de l'année, on a 2 webinaires sur les cancers et le VIH. On a aussi des études et des actions de plaidoyer. Donc dans nos outils papier, donc je vous ai mis quelques exemples ici, on a la réglette d'interaction médicamenteuse papier, donc qui est très pratique pour la mettre dans la petite poche de la blouse. Donc on a également sous format d'application sur smartphone. On a la grande affiche tableau récapitulatif des médicaments antirétroviraux que vous avez peut-être déjà pu voir dans les salles d'attente à l'hôpital. On a la même affiche pour les médicaments ARV pour les pays francophones en Afrique et les médicaments contre l'hépatite C. On a des infocartes, donc ici vous avez une infocarte des traitements injectables, mais on a la même chose pour différents traitements antirétroviraux, ainsi que des médicaments contre l'hépatite. On a des dépliants sur le chemsex, sur la vaccination pour les personnes vivant avec le VIH, et on a des brochures un peu thématiques. Donc là, vous avez une brochure pour les femmes vivant avec le VIH, une brochure pour les personnes
euh, de plus de 50 ans vivant avec le VIH, mais on a aussi des brochures sur les discriminations, l'allègement thérapeutique, le premier traitement quand on vient d'apprendre qu'on a le VIH et une brochure sur comment prendre son premier traitement VIH. Et on a également des vidéos sur YouTube. Donc là, vous avez un exemple de vidéo pédagogique animée, mais on a également des vidéos de témoignages et des vidéos d'experts. Sur la partie accompagnement, on organise des temps collectifs et individuels organisés tous les mois en Île-de-France et en Occitanie. On a en fait une antenne à Montpellier. On réalise aussi des ateliers thématiques, donc sur l'estime de soi, le vieillissement, vie affective et sexuelle, comment gérer ses douleurs. Récemment, on a eu des ateliers sur la mémoire, les cancers. On a un programme d'éducation thérapeutique, donc d'ETP depuis 2012. On a des permanences régulières, donc avec une psychologue, une sexologue, une assistante sociale avec une travailleuse sociale, un juriste et une diététicienne. Et on a également notre ligne d'écoute et d'information sur le VIH et les hépatites C, donc ouvert du lundi au jeudi et tenu par des écoutants experts. Donc le but de notre asso, c'est vraiment de répondre aux besoins de chacun, que ce soit les seniors, pardon, les femmes vivant avec le VIH ou les personnes qui ont des addictions dans lesquelles on retrouve donc le tabac. Donc on a un programme tabac. Donc par exemple l'année dernière, au mois de novembre, donc pendant le mois sans tabac, on a diffusé des flyers d'information qui incitaient les personnes concernées à aborder leur consommation de tabac avec leur médecin. On a une brochure d'information que je vous ai mis ici, appelée Se libérer du tabac quand on vit avec le VIH. Et récemment, on a donc réalisé une enquête nationale avec l'aide de l'Institut de sondage Ipsos et le soutien de Santé publique France, donc qui a duré de juin à octobre, qui était donc deux enquêtes en miroir à destination des fumeurs et anciens fumeurs vivant avec le VIH, mais aussi les professionnels de santé. Et donc les résultats sont en train d'être euh, enfin, vont sortir d'ici la semaine prochaine. Donc, vous pourrez retrouver tout ça sur notre site internet. On a également donc, sur notre page YouTube donc, des vidéos d'experts. Donc là, on avait réalisé une vidéo avec un addictologue intitulée Arrêter le tabac quand on vit avec le VIH et des vidéos de témoignages avec des fumeurs et des anciens fumeurs vivant avec le VIH. Donc là, je vais vous diffuser une vidéo qu'on avait réalisée donc, avec des fumeurs vivant avec le VIH. Et ensuite, je laisserai la parole au docteur Nathalie Wirtz. En étant séropositif, on sait qu'il y a beaucoup de comorbidités. Greffer le tabac à ça peut empirer mon état de santé. Et également, pour mon entourage, j'ai des neveux que je garde régulièrement, par exemple. Je vis avec un animal de compagnie. Je pense à eux aussi, à ne pas les transformer en fumeurs passifs. Pour des raisons déjà de santé. Le second point, c'était d'un point de vue financier aussi, hein, parce que étant sous forme de contrat précaire, automatiquement, donc il y a une restriction entre guillemets budgétaire qui se fait par rapport à l'utilisation du tabac. Le dernier point, ça a été d'essayer de retrouver une sorte de santé générale, c'est-à-dire de reprendre un peu une activité physique. L'arrêt du tabac, c'est ça, c'est que je suis passée très 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 près d'un infarctus. Il fallait une pause de stent puisque j'avais des artères bouchées et j'ai eu 12 jours plus tard une angioplastie coronaire avec une pause de 4 stents. Le tabac est accompagné de plusieurs comorbidités, des maladies cardiovasculaires, la BPCO, donc des problèmes de bronchite chronique, etc. Mais ça ne change rien, vous le savez, mais vous fumez, vous fumez. Il a fallu cet instant où j'ai bien compris que c'était l'infarctus qui arrivait pour me dire ah non, non, mais là, stop, stop. Je sais que plusieurs fois, mon praticien me le dit, me le répète en disant voilà, ça serait bien que tu puisses totalement arrêter pour aussi te permettre d'essayer de gagner des années de confort. C'est surtout ça. De temps en temps, on en parlait, mais il voyait que je n'étais pas motivée. Et là, pour moi, le déclencheur a été mon cœur. Hein. Les généralistes et ceux que je vois le plus souvent, l'infectiologue, ne m'ont jamais proposé concrètement d'arrêter le tabac. Ils suggèrent
Et je pense que c'est parce que, connaissant mes pathologies et puis parfois mon état psychologique, ils veulent pas se lancer là-dedans et en tout cas me faire peur encore plus en me disant il faut absolument que tu arrêtes de fumer et me prescrire des choses. C'est moi volontairement qui suis allé voir un tabacologue. On voyait pas qu'il y avait une aide particulière à l'arrêt du tabac, un accompagnement. L'accompagnement que j'aurais dû avoir avec ce tabacologue, ça se résumait en fin de compte à une rencontre et puis à une prescription en fin de compte médicale. Je n'avais pas trop de techniques non plus pour pouvoir essayer de mettre un écart entre moi et le tabac. La cigarette électronique m'a permis d'arrêter plusieurs fois pendant plusieurs mois, voire un an. On est toujours dépendant d'une espèce d'un objet qui n'est pas une cigarette, mais qui pourrait être une cigarette. Donc je suis toujours retombé dedans au bout d'un moment. J'ai découvert le CDB, donc qui est en fin de compte un dérivé du cannabis et qui ne possède pas la molécule THC. Si j'utilise par exemple un CDB enroulé, j'arrive en fin de compte à ne fumer qu'une à deux cigarettes par jour, parce que je pense que ça doit m'apaiser aussi par rapport à la situation et au manque de nicotine. J'ai surpris pas mal de praticiens et mon médecin en disant que j'utilisais cette méthode. Ma tabacologue m'expliquait qu'on a un grand cerveau et un petit cerveau. Le grand cerveau réagit directement, oh, là j'ai besoin d'une cigarette. Et l'idée, c'est de faire intervenir tout de suite l'autre pour que l'autre tout de suite nous glisse une autre idée. J'ai été cacher mon paquet de cigarettes à la cave. Le temps de réaction fait que je vais tout de suite me diriger vers autre chose, en fait. Fais ta vaisselle. Ah ben, fais une quiche. Ah ben, prends un livre. Ah ben, va dans le jardin. Voilà. Après, on est tous différents. Hein. On va pas avoir tous les mêmes besoins ni les mêmes accompagnements ou la même idée pour arrêter. Je pense que c'est la dépendance, l'accrochage de la nicotine et qui crée cette dépendance lorsqu'on fume ses premières cigarettes. Et cette dépendance va se symboliser lorsqu'on n'a plus de cigarettes par des excès de colère, par un mal-être. Le combat le plus difficile maintenant, c'est par exemple d'en reprendre une. Alors, ok, j'ai arrêté celle du matin, celle d'après-manger et d'après-dîner, mais du coup, j'ai décalé. Je pense que mon plus gros obstacle à l'arrêt du tabac, c'est le quotidien, les choses pas faciles, notamment d'un point de vue santé, quand on est séropositif et qu'on a des comorbidités qui s'installent. Le tabac n'est plus une priorité et c'est même plutôt réconfortant d'avoir toujours cette espèce d'aide qui n'en est pas une, puisque c'est un poison. C'est surtout l'aide d'amis très proches, même du conjoint, qui m'a permis de pouvoir mettre une distance beaucoup plus importante par rapport à la consommation du tabac. J'ai des personnes proches de moi qui ont arrêté, donc qui me boostent. Et puis, j'ai d'autres personnes autour de moi qui continuent de fumer et qui ne prennent pas du tout en considération que moi, je me bats pour arrêter. Moi, je pense que l'entourage n'est pas une super bonne béquille quand on arrête de fumer. C'est même plutôt le contraire, c'est plutôt des tentations pour reprendre le tabac, parce que j'ai beaucoup d'amis fumeurs aussi. De mettre une distance de plus en plus grande avec la première cigarette du matin pour éviter de réallumer ce que j'appelle la machine. C'est qu'on est tous un peu cassés par la vie et cassés par le VIH, mais c'est de pouvoir essayer de se retrouver une dynamique, une certaine gymnastique qu'on peut faire chez soi, seul ou accompagné, ou alors de marcher, de sortir, d'aller marcher dans la rue sans prendre ses cigarettes. Ça peut être l'exercice de la sophrologie, par exemple. Ça peut être l'exercice de la méditation. Se faire accompagner, bien entendu, hein, c'est bien de voir quand même d'avoir des consultants en tabacologie. Après, ça peut être aussi avec des groupes de parole et d'autres personnes qui essaient d'arrêter. Surtout, ne jamais culpabiliser si elles reprennent une cigarette. La vie n'étant pas facile tout le temps, on peut rechuter. C'est normal. Le plus petit pas qui va vers l'amélioration et vers une diminution de la consommation, c'est bien. On voit bien que c'est plus qu'une dépendance physique, qu'il y a quelque chose de psychologique derrière, et donc je lui dirais ça, de se faire aider peut-être par un psy, et d'avoir une volonté de faire. Alors ça se commande pas, mais bon, voilà. En tout cas, c'est ce que je lui conseillerais, c'est ce que je me conseillerais aussi. Je
Je compte un jour retenter un arrêt du tabac, mais cette fois-ci d'une manière plus directe, on va dire, sans accompagnement, sans substitut nicotinique et juste avec la volonté et voir ce que ça donne. Je pense que c'est un travail de longue haleine. Mais je suis sûr qu'on peut y arriver. Encore une fois, il y va de notre santé, hein. On a aujourd'hui les moyens de vivre bien. Donc voilà, ne pas lâcher et recommencer. Oui, donc je suis Nathalie Wirth, je suis praticienne hospitalier, médecin responsable de l'unité de coordination de tabacologie au CHU de Nancy. Alors, quelques mots par rapport aux unités de coordination de tabacologie. Ce sont des structures qui ont été créées dans les années 2000 suite au premier plan cancer, avec plusieurs missions. Donc, c'est des équipes de professionnels de santé. Donc, nous, on est plusieurs médecins, on est des infirmières également, et chargés de projet, une secrétaire. Et notre particularité, c'est qu'on est tous formés spécifiquement en tabacologie, et moi un peu en addictologie également. Mais notre principale activité, c'est la prise en charge du tabagisme de tout fumeur, essentiellement déjà à l'hôpital. Tout fumeur hospitalisé, les études montrent que c'est efficace de les prendre en charge à ce moment-là, c'est un moment propice. Donc, on se déplace au lit des patients, mais on propose également des consultations externes pour tout patient qui vient de l'extérieur, ou pour organiser des suivis aussi par rapport aux patients qu'on a vus en hospitalisation. Et tout ça, c'est important parce qu'on sait que les prises en charge sont longues et il ne suffit pas juste de les voir en consultation une fois ou en hospitalisation une ou deux fois. Il faut aussi organiser un suivi sur un terme plus ou moins long pour obtenir un sevrage total du tabac. Notre deuxième mission, c'est de participer à des programmes de formation et d'enseignement aussi. C'est également de participer à des programmes de recherche clinique. Actuellement, on a une recherche clinique, un PHRC en cours avec la Pitié-Salpêtrière concernant la cigarette électronique versus varenicline, pour répondre à une des questions qui se posent, en particulier par rapport à l'usage de ces cigarettes électroniques, c'est est-ce que c'est aussi efficace que les traitements qu'on a? Donc voilà, c'est le genre de protocole auquel on participe. Et puis, on participe aussi à des actions de prévention où le tabac est impliqué un peu dans toutes les pathologies. Donc, on est amené à participer de façon transversale avec tous les collègues des différents services du CHU. Donc, je vous propose de faire brièvement peut-être un rappel de certaines choses que vous connaissez déjà par rapport aux risques, et puis après d'essayer d'approfondir peut-être certaines questions concernant l'aide au sevrage tabagique. Et on aura les questions, je crois, à la fin, hein, c'est ce qu'on a convenu, je pense. Juste pour rappel, on observe dans la littérature en général une augmentation de l'espérance de vie des personnes vivant avec le VIH. Qui se rapproche de plus en plus de la population générale. Et en cas de suppression virale, on observe une espérance de vie quasi identique par rapport à la population générale. Les déterminants majeurs qui impactent sur la comorbidité et la mortalité de ces patients sont principalement le tabagisme et un diagnostic tardif. Alors, ce qu'on peut également noter comme particularité chez ces patients, c'est un taux de prévalence qui est assez important. Dans la littérature internationale, cette prévalence varie entre 40 à 70% de fumeurs dans cette population. Et il y a une cohorte là, de 2014 qui a été réalisée en France qui note 43% de fumeurs dans cette population. Alors, pour comparer, en France, actuellement, dans la population générale, la prévalence est autour de 30%, si on compte le tabagisme quotidien et le tabagisme occasionnel. Donc, il est supérieur à la prévalence observée en population générale. Donc, si on regarde les différents groupes socio-épidémiologiques, les usagers de drogue, en particulier intraveineuses, ont un taux de tabagisme, enfin la prévalence est plus importante, on est autour de quasiment presque 100%, enfin 96% d'entre eux fument et associent souvent également, en plus de drogue intraveineuse, de l'alcool. Les groupes d'hommes français étrangers ayant des relations sexuelles avec des hommes, là on observe une prévalence de 74% de tabagisme.
Les hommes et femmes hétérosexuels n'appartenant pas au groupe précédent, on est à 31%. Et les hommes et femmes hétérosexuels français, on est autour de... Non, ben c'est ça, on est autour de 31% de fumeurs. Donc, il y a des différences aussi en fonction de ces aspects-là. Donc, le tabac est un facteur de risque de morbimortalité. Il est responsable de 24% des décès, toutes causes confondues, chez les personnes vivant avec le VIH. Le tabac est responsable de 30% à peu près de cancers non-sida et il augmente de 25% le risque également de maladies cardiovasculaires. Enfin, il contribue aussi à favoriser des pneumonies bactériennes avec un risque de 25%. Et les décès sont plus élevés chez les personnes vivant avec le VIH fumeuses que chez les personnes vivant avec le VIH non fumeuses. Et la différence d'espérance de vie entre les deux groupes, elle est énorme quand même, c'est 12 ans à peu près, hein, avec le VIH, quand on fume et quand on ne fume pas. Quand on ne fume pas, on a 12 ans de vie en plus, confortable. Alors, les causes sont la prévalence tabagique supérieure, on l'a vu tout à l'heure, à celle de la population générale, et également une augmentation de l'impact du tabac chez ces personnes qui sembleraient plus fragiles quand même par rapport à la population générale. Et le tabac reste un facteur de risque indépendant. Concernant les cancers bronchopulmonaires, il est également le plus fréquent des cancers non classants SIDA et la première cause de décès par cancer chez les personnes vivant avec le VIH. Le risque est 2 à 3 fois plus élevé chez les patients vivant avec le VIH par rapport à la population générale. Il semblerait qu'ils soient également plus fragiles par rapport à ce risque. Ils sont souvent aussi atteints plus jeunes, de 4 années, par rapport à la population générale. Ils sont atteints les personnes atteintes de cancer bronchopulmonaire sont fumeurs dans 90% des cas, et ça, on l'observe déjà dans la population générale également. L'immunodépression semble être aussi un facteur de risque indépendant du tabac. Le traitement semblerait également plus complexe par rapport à la population générale, en particulier à cause de l'interaction éventuelle des antirétroviraux, l'agressivité tumorale et des comorbidités particulières associées. Enfin, je rappelle que le pronostic de ces cancers bronchopulmonaires est toujours aussi sévère. On est à peine 15% de survie à 5 ans et c'est identique à celui de la population générale. Les maladies cardiovasculaires, donc on constate à peu près 10% des décès chez les patients vivant avec le VIH en France par maladie cardiovasculaire. Le risque d'infarctus du myocarde est équivalent chez les personnes vivant avec le VIH non fumeurs versus population générale. Et la part du risque d'infarctus attribuable au tabagisme, passé ou présent, hein, chez les personnes vivant avec le VIH, est de 72% versus 24% dans la population contrôle. Alors là, la question de l'exposition à certains antirétroviraux a été posée, mais il semblerait que ça joue un rôle marginal. Donc l'arrêt du tabac, lui, est efficace. Il diminue quand même de plus de 40% les infarctus du myocarde chez les patients vivant avec le VIH. Et ça devrait être, par conséquent, une priorité dans le parcours de soins et les soins des patients VIH. Enfin, tout ce qui est bronchopneumopathie chronique obstructive, là aussi, il y a une augmentation de la fréquence de survenue des BPCO chez les patients vivant avec le VIH. Ça émerge comme une comorbidité majeure du VIH. Il y a un risque d'exacerbation aussi plus important chez ces patients-là versus population générale, donc toujours cette fragilité qui apparaît. Et l'emphysème également apparaît particulièrement plus fréquent aussi chez ces patients porteurs du VIH. Pour terminer, pneumopathie bactérienne pulmonaire, ça c'est également une cause majeure de morbidité chez les patients vivant avec le VIH, avec un facteur de risque qui est dû aussi au faible taux de cellules CD4, à l'absence d'antirétroviraux, et le tabac favorise toutes ces pneumopathies bactériennes. Également les contaminations par injection IV de drogue et les hépatites. Il y a un risque de multiplier par 2 à 3 chez ces personnes vivant avec le VIH fumeuses par rapport à des personnes non fumeuses. Et le bénéfice, là aussi, le bénéfice de l'arrêt apparaît au-delà de 1 an, quel que soit le niveau d'immunodéficience, avec des incidences qui diminuent. Vous voyez qu'il y a 16,5 pour 1000 patients année chez les fumeurs. On passe à un risque de 7,9 pour 1000 chez les anciens fumeurs, alors que chez les non-fumeurs, il est de 6,5 pour 1000.
par rapport à la difficulté, et vous l'avez entendu un peu dans les vidéos qui vous ont été passées tout à l'heure, tous les patients qui ont été interrogés éprouvent des difficultés à arrêter. La principale difficulté pour arrêter est due au fait que la nicotine qui est contenue dans le tabac est considérée comme une drogue dure. Dure pourquoi? Parce qu'on ne parle plus comme ça, c'est pour ça que je l'ai mis un peu entre guillemets. C'est-à-dire que c'est une dépendance, une addiction puissante qui s'installe rapidement pour des petites consommations, c'est-à-dire l'âge moyen en France du début du tabagisme est situé autour de 15 ans. À 15 ans, la dépendance s'installe très très rapidement, c'est en quelques semaines, et les gamins de 15 ans ne fument pas un paquet par jour au début, hein, ils fument de temps en temps, donc pas besoin de fumer tous les jours, pas besoin de consommer de grosses quantités. En quelques semaines, la dépendance est installée, et cette dépendance, elle est présente chez la majorité des fumeurs. Autour de 80% des fumeurs sont dépendants, plus ou moins après, hein, à la nicotine. Et 2 personnes sur 3 qui essaient une cigarette, surtout à l'âge de 15 ans, deviennent au moins temporairement des fumeurs journaliers. Et qui dit fumeurs journaliers, dit fumeurs dépendants. Alors, en dehors du fait que cette addiction s'installe très rapidement, elle rend l'arrêt difficile. Et quand on compare, vous savez qu'avant de mettre sur le marché, en vente en pharmacie, en l'occurrence, tous ces traitements qu'on a actuellement pour arrêter, que ce soit les opioïdes, les opiacés, l'alcool, la nicotine, il y a des centaines d'études qui ont été faites versus placebo pour voir si c'est efficace ou pas avant de valider et de mettre sur le marché ce genre de produit. Quand on regarde sur cette diapositive en bas les opioïdes, l'arrêt des opioïdes dans le bras placebo au bout de 6 mois, on est à 44% d'arrêt, donc sans aide des opioïdes. Cocaïne, c'est à peu près pareil, c'est 47%, quasiment 1 sur 2 sans aide avec placebo. L'alcool, c'est déjà un peu plus difficile, on est plutôt à 18% d'arrêt à 6 mois. Et vous voyez que la nicotine est le produit le plus difficile à arrêter. On est autour de 8% d'arrêt à 6 mois. Et quand on regarde les études sur 1 an, et c'est toujours plus intéressant de regarder sur 1 an pour voir si c'est efficace, on est plutôt autour de 3 à 4% d'arrêt du tabac sur 1 an, avec sans aide, c'est-à-dire avec un placebo. Donc ça, c'est important de le comprendre. Et d'ailleurs, les patients qui ont différentes consommations ou dépendances à d'autres produits, en général, ils procèdent dans cet ordre-là et ils terminent leur circuit par l'arrêt de la nicotine et du tabac. Et souvent, ils trouvent ça beaucoup plus dur que ce qu'ils ont fait auparavant. Donc ça, c'est déjà la première notion qu'il faut comprendre pour leur proposer une aide efficace aussi, parce que tout seul, ça ne suffit pas, souvent. Alors, en dehors de la dépendance à la nicotine, et puis ça a été dit aussi par les patients, ils l'ont tout à fait bien analysé, donc la dépendance s'installe très rapidement et on est obligé de fumer un certain nombre de cigarettes pour éviter les signes de manque de nicotine qui apparaissent quand même toutes les 2-3 heures, en gros, dans une journée, et qui sont assez désagréables, on va le voir en détail un peu plus loin. Mais à côté de ça, va s'instaurer tout un tas d'habitudes, d'automatismes, une recherche aussi de ce produit, de ses effets psychoactifs, hein, parce qu'on s'envoie quand même par voie pulmonaire des shoots de nicotine intense avec des effets en particulier qu'on ne retrouve pas avec les substituts nicotiniques, par exemple, qui permettent, donc il ne faut pas oublier que c'est un excitant, hein, permettent de maintenir l'éveil, certains s'en servent pour l'apprentissage, contrôle de l'appétit, ça peut le faire aussi, ou gestion du stress, après ça devient un automatisme par rapport à ça aussi, et des tas d'automatismes, des rituels, le téléphone sonne, je prends une cigarette, un café, une cigarette, je monte dans la voiture, une cigarette, enfin, il y a un tas d'automatismes. Donc, il y a toute une composante psychologique et comportementale aussi qui est associée à cette consommation en dehors de la dépendance à la nicotine. Et c'est une composante qu'il faut prendre en charge également. Donc, on a beaucoup entendu parler de la diminution par les patients qui ont été interrogés là, dans les visios. Il faut savoir, et là, en tant que professionnel de santé, il faut être clair sur l'information qu'on donne par rapport à ça. La diminution, elle sert à pas grand-chose. Elle limite pas les risques autant que l'on souhaiterait, hein, et c'est souvent, les patients pensent bien faire en réduisant leur consommation. Malheureusement, ça leur demande beaucoup d'efforts, mais il n'y a aucun bénéfice pour la santé. Tout ça, il faut bien le comprendre parce que
Les cigarettes, elles sont fumées en fonction des besoins. Un fumeur se surdose pas, il ne fume pas toutes les cigarettes de la même façon. Mais qu'est-ce qui se passe quand ils réduisent leur consommation? Ils ont tendance à le faire de façon inconsciente, de faire des inspirations beaucoup plus profondes pour avoir leur dose de nicotine et éviter d'être en manque. Et du coup, quand on a la dose de nicotine, on a aussi la dose de tous les autres toxiques, ce qu'on appelle le phénomène de compensation. Et il n'y a aucun intérêt pour la santé à faire comme ça. Alors, on peut être amené, si on procède comme ça dans certains cas, chez certains patients, pour faire une étape avant d'obtenir un arrêt du tabac qui reste l'objectif quand même à atteindre, on peut l'aider avec prescription simultanée de substituts nicotiniques oraux le plus souvent, et puis on pourra en rediscuter. Mais en tout cas, il faut l'aider pour compenser un peu le manque de nicotine et pour qu'il puisse réduire de façon un peu plus adaptée, en sachant que même en réduisant, les risques sont là, et j'insiste beaucoup là-dessus. Là, je vous ai donné un exemple par rapport au risque bronchopulmonaire. On sait que le critère le plus important, c'est pas tant le nombre de cigarettes fumées, mais c'est la durée d'exposition. C'est-à-dire, pour résumer, quelqu'un qui fume une cigarette par jour pendant 20 ans a quasiment autant de risques que quelqu'un qui a fumé 20 cigarettes par jour sur un laps de temps plus court. Et on sait que ce risque diminue uniquement à partir de l'arrêt du tabac, et plus tôt on arrête, le mieux c'est. Mais vous voyez que à 30 ans, quand on diminue, le risque de cancer bronchopulmonaire n'est plus que de 2%. À 40 ans, on est encore à 3%, 50 ans, 6%, 60 ans, 10%. Et en cas de cancer, il est important aussi d'aider les patients à arrêter, parce que ça intervient, le tabac intervient avec les traitements, chimiothérapie, et les diminue leur efficacité. Donc, il n'est jamais trop tard pour aider les patients à arrêter de fumer. Dernier exemple, le risque cardiovasculaire. Tout ça toujours aussi pour insister sur le fait qu'il est important d'arrêter. On sait que dès une cigarette par jour, le risque cardiovasculaire augmente par rapport à un jamais fumeur. Pour le risque cardiovasculaire, on a encore un risque de plus de 50%, 48% pour les hommes et les femmes un peu plus, quasiment 50% par rapport à une consommation de 20 cigarettes par jour. Pour le risque accident vasculaire cérébral, on a un risque aussi augmenté, 25% pour les hommes, 31% par rapport à une consommation de 20 cigarettes par jour. Donc, il n'y a pas de seuil de consommation au-dessous duquel fumer soit sans risque, que ce soit cardiovasculaire ou cancer, un ou les autres. Le risque d'infarctus, par contre, diminue avec uniquement un arrêt total du tabac, avec des bénéfices rapides et importants dans ce cas-là. Et une réduction de la mortalité, ça a été bien étudié aussi, plusieurs études qui le mettent en évidence, une réduction de la mortalité de 32% chez les patients coronariens qui ont été sevrés du tabac. Alors, quand on regarde un peu plus près la bibliographie par rapport aux obstacles à l'arrêt du tabac chez ces patients vivant avec le VIH, on observe que, déjà, ils ont une grande prévalence de comorbidité qui est associée, qui peut compliquer les choses. Comorbidité de type co-consommation ou codépendance à d'autres substances psychoactives. Également, il semblerait qu'il y ait un peu plus de troubles dépressifs chez ces patients-là. Et puis, un certain fatalisme par rapport à leur maladie, qui pourtant est de mieux en mieux prise en charge. Et du côté des soignants aussi, on observe certaines craintes ou certains obstacles, surtout le manque de temps, et puis un manque de connaissances, et ça, c'est pas de leur faute, manque de formation, parce que c'est toujours pas enseigné, que ce soit à la faculté de médecine ou dans les écoles d'infirmières. Et donc, ils n'ont pas non plus les ressources adéquates par rapport au traitement, tout ça, pour aider nos patients. On l'a bien vu dans la visio, là, en début de séance, que la plupart des fumeurs essayent d'arrêter et ont envie d'arrêter. Donc, contrairement aux idées reçues, la plupart de ces fumeurs, y compris ceux vivant avec le VIH, sont motivés pour arrêter de fumer. Et dans la population générale, 42% essayent, non, ça c'est la population VIH, 42% d'entre eux essayent d'arrêter dès l'annonce du diagnostic. Donc, tous ces patients, la majorité, sont motivés pour arrêter de fumer. Par contre, 60%, tout à l'heure je vous ai dit, on est autour même des fois de 80%, présentent une dépendance moyenne à la nicotine, voire forte, qui complique l'arrêt pour eux, surtout s'ils essaient de le faire seuls. Certains consomment de façon associée du cannabis ou de l'alcool, donc ça complique aussi un peu l'arrêt du tabac. Et certains ont une prévalence de symptômes dépressifs élevés, mais tout ça ne fait c'est pas une raison de reporter l'arrêt du tabac.
C'est-à-dire que si on prend en charge de façon correcte les autres consommations associées et les symptômes dépressifs, si c'est soigné de façon correcte à côté, on peut tout à fait proposer un arrêt du tabac. Et c'est pour ça on intervient également dans les services de psychiatrie et ça peut qu'améliorer les choses à ce niveau-là. On va le voir un peu plus loin. Donc, cette motivation, ça, il faut bien comprendre qu'elle est présente chez la majorité des fumeurs, y compris chez les personnes vivant avec le VIH, mais elle sera jamais à 100%. Et ça, c'est le cas pour toutes les addictions. C'est-à-dire qu'un fumeur restera toujours ambivalent avec l'envie d'arrêter, certains jours plus que d'autres, et puis l'envie de continuer pour retrouver certains effets psychoactifs qu'on ne retrouve pas avec autre chose, hein. Il n'y a rien qui remplace l'effet qu'on peut avoir avec une aspiration avec la cigarette de nicotine. Donc, il faut considérer cette ambivalence comme normale. Il ne faut surtout pas attendre qu'un fumeur soit motivé à 100%. Il ne le sera jamais. Il restera toujours un peu ambivalent avec des craintes à l'arrêt qu'il est important de connaître, hein. C'est personnalisé, hein, chacun a ses craintes, mais il faut les prendre en compte pour pouvoir le rassurer et pour pouvoir l'emmener vers un arrêt du tabac. Alors, concernant la prise en charge des patients vivant avec le VIH, donc je vous l'ai dit, l'arrêt est difficile parce que la plupart sont dépendants à la nicotine et cette dépendance entraîne des symptômes de manque, toutes les 2 heures, 3 heures dans une journée déjà, mais également en cas d'arrêt, qui sont assez désagréables et qui durent quand même quelques mois. C'est pas réglé en une semaine d'arrêt. Donc, avec des symptômes de type irritabilité, frustration, ça peut aller jusqu'à un peu d'agressivité ou de colère, ça peut être de l'anxiété, des difficultés de concentration, d'augmentation de l'appétit, des troubles du sommeil, une certaine fébrilité, ça peut taper sur l'humeur aussi. Mais la bonne nouvelle, c'est que tous ces symptômes-là, on arrive à les calmer avec des traitements qui ne sont pas compliqués. Il suffit de prendre de la nicotine, à condition qu'elle soit bien dosée, de pharmacie, naturellement. Et on arrive à calmer ces symptômes-là. Mais je vous l'ai dit tout à l'heure, s'il y a vraiment des troubles dépressifs associés, on envoie vers un spécialiste aussi, vers un psychiatre s'il faut, qui prend en charge de son côté ces troubles de façon efficace. Donc voilà les signes de manque. Et on peut facilement avoir une idée de cette dépendance. Il y a un test que vous connaissez, certains d'entre vous connaissent peut-être, le test de Fagerström, où on étudie par différentes questions l'importance de cette dépendance. Alors, c'est vrai qu'il y a quelques questions qui vous donneront tout de suite une idée de l'importance de cette dépendance. C'est par exemple la première cigarette du matin. La majorité des fumeurs ne fument pas la nuit et le matin, c'est la première chose à laquelle ils pensent. Surtout, plus on est dépendant, plus on l'allume rapidement après le réveil. Et puis, on a plutôt besoin d'en allumer une deuxième rapidement derrière, voire une troisième, pour recharger un peu tous ces récepteurs en nicotine. Tout ça, ça signe une dépendance importante. Ne pas pouvoir rester toute une après-midi sans fumer, ça signe aussi une dépendance importante. Et la cigarette du matin apparaît souvent comme une cigarette importante. Donc, et fumer, même malade ou même enceinte, sans pouvoir arrêter, c'est parce qu'il y a une dépendance qui est là et qui est présente et qui complique un peu l'arrêt, ou beaucoup même, surtout si on ne la prend pas en charge. Alors, qui peut prendre en charge? Tous les professionnels de santé ont un rôle à jouer. Après, ça va dépendre de leurs compétences à ce sujet-là et des différentes professions. Et c'est vrai que c'est important d'être formé un minimum. Donc, il y a des consultations aussi spécialisées, on va en parler. En ville, certains médecins généralistes sont formés et proposent des consultations. Des infirmières commencent à se former également. Et ce qui est important, c'est de travailler en réseau aussi avec des structures d'addictologie en cas de co-consommation, de co-addiction. Donc, en milieu hospitalier, je vous ai parlé tout à l'heure de l'équipe mobile de tabacologie, l'unité coordination de tabacologie. Donc, on prend en charge ces patients à l'hôpital, on fait de l'équipe de liaison hospitalière, on propose des séances d'éducation thérapeutique et on participe, comme je vous l'ai dit, à tout le reste, formation, enseignement, recherche et action de prévention. Ça existe principalement dans les hôpitaux. Ça a été un peu mis en place sur le modèle de ce qui se fait en Grande-Bretagne, en Angleterre en particulier, où on observe d'ailleurs un taux de prévalence qui est nettement inférieur au nôtre, hein. Nous, tout à l'heure, je vous ai dit, on est autour de 30% en France. En Angleterre, la prévalence est de 15%.
Donc, la prise en charge, il ne faut pas attendre qu'ils soient motivés, je l'ai dit. Elle doit se faire de façon systématique, au même titre que les autres facteurs de risque et par tous les professionnels de santé. À partir du moment où on considère que la dépendance au tabac, le tabagisme est une maladie chronique, et c'est le cas, on n'en guérit pas. Une fois qu'on est devenu dépendant, on le reste à vie. C'est-à-dire que c'est ce qui explique les différentes rechutes au cours du parcours. Parce que l'envie de fumer, elle disparaît jamais complètement. Elle va s'estomper avec le temps, heureusement, mais les souvenirs de certaines cigarettes fumées à certains moments ou pour gérer certaines émotions, ça reste toujours un peu au fond de la tête. Et j'ai des patients, même au bout de 20 ans, qui en rêvent encore ou qui sont tentés, dans certaines situations, d'en allumer une. Donc, on reste fragile et c'est une maladie. Donc, comme toute maladie, à partir du moment où vous faites un diagnostic, par exemple, si on compare à une hypertension artérielle, vous lui dites pas, bah, écoutez, c'est pas grave, là, vous venez pour le VIH, on verra l'hypertension artérielle une autre fois, on s'en occupe pas, c'est pas la priorité. Ça, si on, il faut faire, il faut s'en occuper de façon prioritaire, au même titre qu'une hypertension artérielle. Vous dépistez du tabac, il faut le prendre en considération. Et si on ne peut pas s'en occuper, au moins orienter vers des consultations spécialisées. Donc, il y a différents niveaux de prise en charge. Le niveau 1, c'est déjà de donner une information et un conseil d'arrêt. Donc, le conseil d'arrêt, c'est tout simple, ça prend très peu de temps, quelques minutes, même pas. Et ça a été évalué comme efficace. Un conseil d'arrêt donné par un professionnel de santé, c'est tout simplement, vous fumez, vous posez la question, si c'est oui, c'est important pour vous et vous personnalisez le message, c'est important pour vous par rapport, par rapport au VIH ou par rapport à vos problèmes cardiovasculaires, n'importe, d'arrêter de fumer. Et le deuxième message à faire passer, c'est important, c'est on peut vous aider. Ça, c'est déjà, et c'est efficace. Et si on ne peut pas soi-même aller plus loin, donc on oriente vers une consultation. Le niveau 2, c'est aller un peu plus loin, proposer une intervention brève avec prescription médicamenteuse ou pas, et toujours plus ou moins orientée. Pas parce qu'on oriente qu'on arrête de suivre ses patients. Et le troisième niveau, c'est les consultations spécialisées. Cette prise en charge doit se faire, doit être répétée, elle doit se faire lors de toute rencontre avec un professionnel de santé, que ce soit pour de la prévention, diagnostic, traitement, par rapport à la grossesse, même le plus tôt c'est pris en charge, même avant ce serait mieux, pendant et après. Qu'il existe ou non des comorbidités. Je l'ai dit tout à l'heure, il n'y a aucune raison de reporter un sevrage tabagique. Et ce n'est pas à nous, professionnels de santé, de dire au patient, ce n'est pas le moment d'arrêter. C'est le patient qui décide et c'est à nous de le motiver pour qu'il se décide à se lancer. Donc, il n'existe aucune raison de le reporter, que ce soit des comorbidités psychiatriques, une polyaddiction, une précarité sociale. Et lors des hospitalisations, on sait que c'est efficace aussi et on prend en charge de façon systématique avec délivrance gratuite des traitements. Donc, le conseil d'arrêt, on en a parlé. Ça doit être un message clair, ferme et personnalisé. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est l'HAS, auquel je vous renvoie, qui date de 2014, qui va être revu d'ailleurs. Et l'intervention brève, c'est on va un peu plus loin avec un entretien motivationnel, on va en dire quelques mots. Et quand on va encore plus loin, on propose une prise en charge thérapeutique que je vais vous détailler et plus ou moins recours à une consultation spécialisée. Donc, le conseil d'arrêt, c'est rechercher le tabagisme, recommander l'arrêt, surtout en pointant les bénéfices de l'arrêt total, plutôt les bénéfices que par rapport aux risques, mais des fois, il faut quand même informer le patient de certains risques qu'il méconnaît. Et il faut l'informer des prises en charge spécialisées aussi, voilà, s'il préfère. Expliquer la dépendance qui est souvent minimisée, sous-estimée par ces patients. Ils pensent souvent, et on l'a entendu dans les témoignages tout à l'heure, c'est une question de volonté. Ça, la plupart arrivent en culpabilisant, j'ai pas la volonté. C'est tout sauf une question de volonté. Donc, on passe déjà à un certain moment à leur expliquer que c'est pas de leur faute, que c'est pas une question de volonté. C'était une question de volonté, la plupart des fumeurs arrêteraient. Malheureusement, c'est pas ça. C'est une addiction et il y a besoin d'aide et d'une aide efficace. Donc, on donne des conseils et puis des informations par rapport aux réductions de nombre de cigarettes. Beaucoup, c'est le rêve un peu de tous les fumeurs de pouvoir conserver certaines cigarettes. Donc, on leur explique ce que je vous ai expliqué. En cas de refus d'arrêt du tabac, on essaye de garder quand même le patient et de l'inclure, enfin, qui rentre dans le parcours de soins. Et donc, on peut démarrer par une réduction de consommation dans certains cas, sans que ça dure trop longtemps non plus, avec des substituts nicotiniques oraux. Voilà, à condition de le faire avec des substituts nicotiniques oraux d'ailleurs. En cas de refus d'arrêt du tabac, on prévient aussi toute l'équipe qui
qui suit ce patient, que ce soit la maladie infectieuse, au cardiologue, tout ça, ils sont au courant et ils nous aident aussi à répéter le message et à les motiver pour se faire aider à arrêter de fumer. Par rapport à l'entourage, alors on en a entendu parler tout à l'heure aussi, c'est vrai que on n'est pas toujours aidé par l'entourage et on sait que plus on est entouré de fumeurs, plus c'est difficile d'arrêter. Après, on ne s'arrête pas de vivre non plus parce qu'on arrête de fumer, mais il faut fixer certaines règles, apprendre à se protéger, demander déjà aux fumeurs d'aller fumer dehors, et puis si c'est dehors, d'aller fumer loin du nez, loin des yeux, à une dizaine de mètres, parce qu'on sait que la fumée porte à peu près à 10 mètres. On l'informe, je l'ai dit, et on répète à chaque consultation, on réexplique les choses, on revoit un peu où il en est. Il ne faut surtout pas lâcher le problème. Et l'intervention brève, donc c'est un conseil d'arrêt et un travail un peu sur la motivation et puis l'aider après à arrêter et organiser le suivi. Donc, quand on rentre un peu dans l'intervention brève et puis dans la prise en charge vraiment optimale, c'est vrai que ça prend un peu plus de temps, hein. Notre première consultation dure à peu près 1 heure en général. Donc on essaie de rechercher des précisions par rapport au tabagisme, l'âge de début, la forme de tabac consommé, les autres formes de consommation de nicotine. Ça peut être des cigarettes électroniques maintenant aussi ou d'autres choses, parce qu'il y a d'autres produits qui sortent sur le marché. La quantité de tabac de fumée antérieure aussi, les tentatives et les réussites temporaires d'arrêt ou de réduction, le comportement tabagique survécu, le tabagisme passif, là aussi on rappelle aussi les règles, et on peut proposer une évaluation de la mesure par CO expiré. Ça, on s'en sert surtout pour faire prendre conscience aux patients fumeurs, lorsqu'ils réduisent leur consommation, que entre 20 et 6 cigarettes par jour, ça ne modifie pas tellement les choses. Et c'est là ils prennent conscience que c'est beaucoup d'efforts pour aucun bénéfice. Donc on peut se servir mais c'est pas obligatoire non plus pour une prise en charge, mais ça peut être utile pour renforcer la motivation dans certains cas. On donne de l'information aussi sur la cigarette électronique, je vais vous en parler un peu plus tard. Sur les rechutes aussi, hein, parce que ces rechutes sont fréquentes, ça fait partie du parcours, et c'est pas parce qu'on rechute qu'on n'y arrive pas, au contraire, c'est quelque chose de positif. C'est souvent vécu comme des échecs par les patients, mais il faut leur dire qu'au contraire, ils apprennent à arrêter, et c'est des étapes quasiment nécessaires, hein. Il faut avoir vécu, je veux dire, un arrêt et de reprendre une cigarette après plusieurs mois d'arrêt en se disant j'en prends qu'une, et de repartir et de voir qu'on repart avec le paquet dans la semaine qui suit. Il faut le vivre pour le comprendre. On a beau les prévenir, ils pensent tous pouvoir juste fumer une comme ça, même après un certain temps d'arrêt du tabac. Certains se font même avoir comme ça au bout de plusieurs années d'arrêt du tabac. Donc voilà, donc on informe un peu les patients de tout ça, et on les rassure et on les encourage surtout à continuer. Beaucoup de fausses idées qui traînent aussi encore, c'est trop tard pour arrêter. Tout à l'heure, je l'ai dit, non, c'est jamais trop tard. C'est pas le bon moment pour arrêter. Donc là aussi, on essaie de discuter, de voir un peu. Souvent, il y a des soucis un peu dans leur quotidien, ou des difficultés dont il faut prendre prendre acte, hein. Voilà. Mais on essaye de les motiver quand même parce qu'il y a vraiment jamais vraiment un bon moment non plus pour arrêter. On essaye de les maintenir quand même dans le parcours de soins. Fumer m'aide à gérer le stress. Alors là, c'est une idée aussi qu'on entend beaucoup, alors que fumer, c'est tout le contraire. Et je vous ai mis quelques diapositives pour l'illustrer tout à l'heure. N'oubliez pas que c'est un excitant. On est en manque toutes les 2 heures. Quand on est en manque, vous l'avez entendu, on est plutôt nerveux, énervé, anxieux. Donc c'est du stress. Et qu'on a pu quand on arrête de fumer, à condition d'arrêter de fumer dans de bonnes conditions. Les traitements nicotiniques sont toxiques. Non, là, c'est aussi une fausse idée. Dans les traitements nicotiniques, on sait exactement ce qu'il y a dedans. C'est vendu en pharmacie, c'est réglementé. Il y a uniquement de la nicotine, hein, il n'y a plus tous les autres toxiques présents dans la cigarette. Ne servent à rien, donc souvent c'est mal utilisé. Donc là aussi, on passe beaucoup de temps, c'est de l'éducation thérapeutique, à réexpliquer les choses pour que ce soit utilisé de façon optimale. Il faut de la volonté pour arrêter de fumer, pas du tout, ça n'a rien à voir, et je vous en ai parlé. J'ai déjà essayé d'arrêter de fumer, c'est trop dur, je ne suis pas parvenue, sans doute parce que ça n'a pas été fait dans de bonnes conditions et un peu tout seul. Et fumer est mon seul plaisir, me permet de souffler, ça on l'entend aussi, et ça, on fait tout un travail aussi sur le plan
sur le plan cognitif, tout ça, on essaye de, de, de faire pencher la balance motivationnelle que je vous ai montré tout à l'heure du côté des bénéfices de l'arrêt et que l'arrêt du tabac, ça permet aussi d'avoir des plaisirs et de pouvoir souffler aussi, et même davantage du coup. Une façon facile d'évaluer la motivation, c'est une échelle visuelle analogique, hein. Vous pouvez dire facilement en consultation entre 0 et 10, vous êtes motivé à combien pour arrêter de fumer. Si vous faites ça de façon systématique, vous verrez que personne ne se met à 0, personne ne se met à 10 et qu'à partir du moment où c'est positif, c'est que les gens sont motivés. Et c'est à nous, c'est pas à nous d'attendre qu'ils soient motivés, c'est à nous de les aider à se motiver à arrêter. Et les motivations, ben, elles sont personnelles à chaque patient. C'est pour ça que les consultations et les prises en charge sont vraiment personnalisées. On ne fait pas de prise en charge collective. On personnalise vraiment la prise en charge à chaque patient. Alors, les motivations, bah, c'est propre à chaque patient aussi, il faut leur demander. Alors, ça apparaît la santé en premier, un peu comme les patients qu'on a entendus tout à l'heure. Le coût apparaît de plus en plus en seconde position, et c'est ce qu'on a entendu également tout à l'heure. Le fait d'être dépendant et d'en prendre conscience, parce que tout le monde n'en a pas toujours conscience de cette dépendance, et c'est à nous de leur expliquer et de leur faire prendre, plutôt que de leur expliquer, on fait pas de cours non plus, mais on leur fait prendre, c'est plutôt faire prendre conscience de tout ça. Et voilà, et on arrive à les faire évoluer un peu à ce niveau-là. Donc, l'entretien motivationnel, c'est quelque chose qui est comment dire, sous forme voilà, de stratégie avec encourager le fumeur à évoquer les raisons personnelles qui pourraient l'encourager à arrêter. Il faut répéter tout ça et identifier les conséquences négatives potentielles liées à la consommation de tabac, demander au fumeur d'identifier les bénéfices potentiels liés à l'arrêt du tabac, demander d'évoquer les obstacles ou les freins, parce qu'il y en a toujours, et répéter ces entretiens de façon régulière. Donc ça a été évalué comme efficace, hein. Il y a des études qui montrent que cette approche, de façon un peu systématique, peut aider les fumeurs à avancer par rapport à un arrêt du tabac. Après, les grands principes, bah, c'est ce que tout professionnel de santé fait de façon quotidienne avec les patients, c'est manifester de l'empathie, il faut surtout pas être dans le jugement, il faut écouter, utiliser des questions ouvertes, reformuler certaines réponses, évaluer la confiance en soi et la renforcer surtout, hein, parce qu'ils ont souvent un peu de confiance en eux et peur de recraquer. Rechercher les craintes, on en a parlé, les analyser, susciter, renforcer le désir de changement et pointer l'ambivalence. Alors ça, les ambivalences, il y en a plein, des contradictions. Donc ça, il faut aussi les repérer dans l'entretien, les pointer et leur faire prendre conscience un peu de toutes ces contradictions. Donc les bénéfices de l'arrêt du tabac, ils existent également pour les patients vivant avec le VIH. Il y a une étude qui montre que aux États-Unis, que ceux qui ont arrêté à 40 ans gagnent quasiment 5 ans d'espérance de vie, même avec une mauvaise observance du traitement antirétroviral, donc c'est pas négligeable. L'arrêt du tabac diminue la dépression et l'anxiété et augmente la satisfaction dans la vie. Donc contrairement à ce qu'on croit, à condition de proposer une aide à l'arrêt du tabac correcte, on peut améliorer les choses au niveau dépressif et anxiété. Et l'arrêt du tabac est associé à un meilleur contrôle du VIH. Et ça a été démontré, je vous ai mis 2 autres diapos là, par d'autres études françaises. Là. La première, c'est Yvan Berlin, qui montre que l'initiation du tabagisme, l'usage continu du tabac et la rechute sont associés au risque de tentative de suicide. Et l'augmentation des taxes et l'interdiction de fumer dans les lieux publics ont un effet protecteur contre le suicide. Et donc l'arrêt du tabac. Et là aussi, d'autres études montrent que quand on évalue la santé mentale d'adultes fumeurs sains ou malades, avant et au minimum 6 semaines après l'arrêt du tabac est associé avec une réduction de la dépression, de l'anxiété et du stress et améliore l'humeur et la qualité de vie par rapport à une poursuite du tabagisme. Et l'importance de cette efficacité est équivalente, voire plus importante que celle des traitements antidépresseurs prescrits pour anxiété et dépression. Donc voilà, il y a plusieurs études qui vont dans ce sens-là. Donc c'est important à le savoir pour rassurer vos patients aussi par rapport à un arrêt du tabac, et à leur dire qu'il faut le faire de façon encadrée et qu'au contraire, ils auront tout à gagner à ce niveau-là. Donc les traitements de la dépendance nicotinique reposent sur des recommandations de bonnes pratiques cliniques nationales et internationales.
Donc, il y a l'ANAS, il y a la SAPS, les recommandations HAS dont j'ai parlé tout à l'heure qui datent un peu, mais qui vont être revues là prochainement, de 2014. L'INCa a également fait des recommandations dans le cadre du cancer et les anesthésistes ont également fait des recommandations par rapport au risque périopératoire. Et les revues Cochrane et d'autres revues anglaises, NICE et puis américaines vont aussi dans le même sens de nos recommandations françaises. Donc, avant de prescrire des substituts nicotiniques, parce que c'est ce qu'on prescrit en première intention, bah, il faut prendre le temps de faire un bilan tabacologique, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, hein, caractériser la consommation de tabac, évaluer la dépendance, rechercher les comorbidités psychiatriques, mais également les autres, et les prendre en charge. Faire également une enquête nutritionnelle, parce qu'il y a un possible risque de prise de poids qui n'est pas systématique non plus, mais qu'il faut prendre en compte si c'est le cas, et rechercher la consommation d'autres produits psychoactifs de façon systématique également. Et évaluer la dépendance physique avec le test de Fagerström, qui peut aider, mais également par la clinique, et évaluer d'autre part la dépendance psychologique, comportementale et environnementale. Donc là, il y a différents traitements. Il y a les substituts nicotiniques sous forme de patch, sous forme de gomme, de spray, de pastilles à sucer. Mais il y a également la Varenicline qui est commercialisée sous le nom de Champix, qui est commercialisée et délivrée uniquement en deuxième intention en cas de Fagerström supérieur à 7, en cas d'échec d'arrêt du tabac avec les substituts nicotiniques. Donc, il y a plusieurs études qui confirment la faisabilité du sevrage tabagique chez les patients vivant avec le VIH à l'aide de substituts nicotiniques. Il semblerait qu'une prise en charge plus intensive associant traitement pharmacologique et thérapie comportementale soit plus efficace. Alors, on peut être aussi formé à des thérapies cognitives et comportementales, c'est mon cas. Donc, on se sert aussi de ça pour les aider. Et ces produits sont en vente libre également en pharmacie, mais sont remboursés sur ordonnance par la sécurité sociale. Et les prescriptions maintenant peuvent être faites, ont été élargies, hein, c'est plus uniquement les médecins, mais c'est également les dentistes, les sages-femmes, les infirmiers, les kinésithérapeutes, les médecins du travail qui peuvent maintenant prescrire. Donc la Varenicline, donc il y a peu d'études qui a évalué ce traitement chez les patients vivant avec le VIH. Il y a une étude en particulier à laquelle j'ai participé, l'étude interactive, qui montre que, on a fait une période de traitement de 12 semaines, enfin ce qui est recommandé hein, par le laboratoire par rapport à ça, et donc en seconde intention. Par rapport au protocole interactif, le taux d'abstinence à 1 an est de 18% versus 7% dans le groupe placebo, donc ce n'est pas négligeable. Et donc l'autre point important qu'on avait évalué aussi dans cette étude, c'est la tolérance. Hein, on a surveillé les éventuels effets secondaires et il semblerait que la tolérance a été similaire à celle du placebo. Donc, on peut l'utiliser, mais en seconde intention, chez les patients ayant une forte dépendance au tabac. Donc, le bupropion, je vais passer rapidement parce qu'on ne le prescrit plus. Il y a beaucoup trop d'effets secondaires, d'interactions médicamenteuses. Il est toujours commercialisé, mais on ne le prescrit plus pour l'arrêt du tabac. Les thérapies cognitives et comportementales, on en a parlé, hein, c'est donc réapprendre à vivre sans tabac, réapprendre sans modifier les habitudes non plus, sans modifier sa vie, mais réapprendre à gérer un peu les situations et les émotions, hein, surtout que tous les fumeurs gèrent, que ce soit les émotions positives ou négatives avec ce tabac. La vie, elle continue, il faut juste réapprendre à les gérer différemment et simplement. Donc, et c'est à eux d'apprendre, c'est à eux de mettre en place des choses, c'est pas à nous de dicter les choses. On peut donner quelques astuces, mais en plus, c'est à eux de trouver en fonction de ce qu'ils font au quotidien et de ce qui les aide au quotidien aussi à gérer ce genre de situation. Donc, à court terme, quelle est l'efficacité des consultations spécialisées? Donc, je vous ai dit que ça a été fait en France sur le modèle de ce qui a été fait au Royaume-Uni. Donc, au Royaume-Uni, comme ils avaient un peu plus d'avance sur nous, il y a des études qui ont été faites et qui montrent l'efficacité de ces consultations spécialisées. Parce que, donc, je l'ai dit, les professionnels de santé sont spécifiquement formés à la question et c'est leur activité principale. Ils font que ça à 100%. Il semblerait qu'il y ait un meilleur taux d'abstinence à 4 semaines par rapport à un suivi en ville. La formation, elle est souvent plus intense et puis il y a une formation continue qu'il faut mettre en place également. Hein. Ce n'est pas parce qu'on s'est formé avec un DU que ça s'arrête là. La tabacologie est une discipline plutôt récente qui évolue avec le temps, donc il faut se tenir informé. Il
Il y a une meilleure application durant ces consultations des recommandations de bonnes pratiques cliniques selon l'evidence-based practice et on recommande plutôt l'arrêt plutôt que la réduction de consommation, sauf dans quelques cas particuliers. On propose des soutiens individuels bien personnalisés, de durée plus longue et plus fréquents. Donc, c'est des suivis très longs, des fois plusieurs années. Et on est plus nombreux aussi à prescrire de la varénicline qu'en ville. Voilà, quelques mots par rapport aux rechutes avant de terminer. Donc, je vous l'ai dit, ça fait partie du parcours. Il faut féliciter, encourager, même si ça a été un arrêt de quelques jours ou d'une semaine. Il ne faut pas hésiter à les encourager, à revaloriser tous les côtés positifs, la confiance en soi, rassurer, discuter des côtés négatifs, parler des risques de rechute éventuels et dédramatiser. Donc, il faut réconforter, assurer un soutien. Donc, c'est ça qui prend aussi beaucoup de temps dans les consultations, c'est pour ça qu'elles sont longues. Lutter contre les sentiments de culpabilité qui sont toujours présents, dévalorisation. Expliquer que ce n'est pas un échec, je l'ai dit. Par contre, ce qui est important, c'est d'explorer les circonstances et les raisons de la rechute pour corriger peut-être certaines choses. Ça peut être un mauvais usage des traitements, ça peut être aussi certaines circonstances en particulier qui sont difficiles à gérer par le patient. Enfin, tout ça, il faut l'explorer pour pouvoir mettre en place après des choses pour éviter ces rechutes dans les mêmes circonstances. Valoriser l'arrêt, je l'ai dit, encourager surtout une nouvelle tentative. 2 mots sur la cigarette électronique. Alors là, je ne vois pas clair. Où est-ce qu'on en est actuellement avec les cigarettes électroniques? Je vais vous dire un peu en fonction des différentes recommandations aussi nationales et internationales à ce sujet. Donc, par exemple, je vous ai mis en exemple les recommandations du Haut Conseil de santé publique qui date de 2021. Qui mentionne que les connaissances fondées sur les preuves sont insuffisantes actuellement pour proposer les cigarettes électroniques comme aide au sevrage tabagique dans la prise en charge des fumeurs par les professionnels de santé, que le Haut Conseil de santé publique déconseille l'utilisation des cigarettes électroniques, que ce soit avec nicotine ou sans nicotine d'ailleurs, chez la femme enceinte fumeuse en l'absence de données de l'efficacité et par principe de précaution, en l'absence de données sur les risques. Et dans ce cadre-là, il est préférable de prescrire des traitements validés qui doivent être proposés en première intention. La diapo suivante, c'est l'Organisation mondiale pour la santé qui est plus récente. Là, ça date de 2020. Non, de 2020, oui, du 2022. Donc, l'OMS dit que cette consommation duale, c'est-à-dire ce qui se passe quand on fait des enquêtes, on observe que la plupart des vapoteurs sont ce qu'on appelle des vapofumeurs, c'est-à-dire qui réduisent souvent leur consommation, mais qui n'arrêtent pas complètement de fumer. Or, il semblerait, les études le montrent de plus en plus, que cette double consommation n'apporte aucun bénéfice pour la santé, et au contraire, elle ne réduit en aucun cas les risques pour la santé, ça c'est une chose, mais en plus elle favorise aussi les rechutes avec le tabac. Donc ce n'est pas une bonne solution. Et c'est le cas de 60% des vapoteurs. Les 40% restants ont réussi à arrêter complètement leur consommation de tabac. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Sauf ce qu'on observe, c'est qu'ils poursuivent leur consommation de cigarettes électroniques sur du long terme, avec des difficultés importantes d'arrêter, avec une consommation de nicotine des fois très importante et une dépendance nicotinique très forte, avec des risques pour la santé quand même liés aux éventuels toxiques qui sont dans la vapeur de cigarette, qui est tout sauf de la vapeur d'eau, et donc qui est souvent minimisée, mais qui font l'objet d'études régulières à ce sujet-là, notamment par les pneumologues qui s'inquiètent quand même de l'état des poumons de ces vapoteurs et des risques liés à cet usage, et les cardiologues qui se font aussi beaucoup de soucis par rapport à des risques éventuels liés à cet usage. Surtout sur le long terme, apparemment, actuellement, on se pose la question également sur le court terme. Donc, le fait de faire vapo et tabac, ça ne sert à rien au niveau bénéfice pour la santé. L'arrêt du tabac, c'est plutôt pas mal, mais après, il faut aider ces vapoteurs à arrêter leurs cigarettes électroniques. Et ça, ce n'est pas toujours facile, mais il faut aussi proposer des consultations spécialisées si ce n'est pas facile pour eux. Alors, la deuxième recommandation de l'Organisation mondiale pour la santé, c'est l'usage des cigarettes électroniques n'est pas sans risque pour la santé, je vous l'ai dit.
et les appareils respiratoires, surtout pour les appareils respiratoires cardiovasculaires. De plus, la consommation de nicotine à un jeune âge s'accompagne d'un retentissement sur les fonctions cognitives et d'apprentissage. On sait que les jeunes achètent tout ce qui est puff, tout ça qu'on essaie de faire interdire, et que c'est des bombes nicotiniques. Enfin, l'addiction à la nicotine s'installe très très rapidement. Et ça peut en faire aussi les potentiels fumeurs une entrée dans l'addiction à la nicotine avec une consommation de tabac. Ça aussi, ça a été clairement démontré. Donc voilà, donc les femmes enceintes, alors là, c'est pas du tout préconisé. Là aussi, il faut leur expliquer que par précaution, il vaut mieux éviter de consommer ce genre de produit durant la grossesse. Donc voilà un peu, là c'est l'Australie qui va un peu dans le même sens. Les utilisateurs de cigarettes électroniques sont plus susceptibles de commencer à fumer du tabac. Il y a peu de preuves qui démontrent que la cigarette électronique aidait les fumeurs à arrêter de fumer. Donc voilà, c'est un peu tout dans le même sens, quelles que soient les recommandations dans les différents pays. Pour terminer, je voulais juste attirer votre attention sur le fait qu'il existe d'autres produits du tabac et de la nicotine, des cigarettes chauffées, des cigarettes électroniques sous toutes les formes, des sachets de nicotine, voilà, des snus et des perles de nicotine qui ressemblent à des bonbons. Tout ça, c'est pour faire en sorte qu'on consomme et qu'on devienne dépendant, parce que tout ça contient de la nicotine. Et en conclusion, donc, ah oui, c'est les dernières recommandations de l'OMS que j'ai mises là, recommande l'accompagnement comportemental des fumeurs par des professionnels de santé associés au traitement pharmacologique avec recours complémentaire possible aux interventions sous forme numérique. Mais par contre, tout ce qui est méthode, donc on ne parle pas de méthode pour arrêter de fumer, c'est des traitements, on parle de maladies là. Donc les méthodes alternatives, type thérapie traditionnelle, pleine conscience, acupuncture, hypnose, yoga, point de suspension, ne sont absolument pas recommandées comme des aides efficaces pour arrêter de fumer. Donc, les aides efficaces, je le redis, c'est selon les recommandations de bonne pratique clinique, les substituts nicotiniques en première intention, la varenicline, l'abupropion, on oublie, le conseil médical d'arrêt, l'accompagnement, les thérapies cognitivo-comportementales et le soutien des professionnels de santé. Juste, donc c'est ce que j'ai dit, maladie chronique, tabagisme n'est pas une fatalité, j'en l'ai dit. Plus compliqué, c'est peut-être plus compliqué pour ces patients-là, mais c'est pas impossible. Voilà, mais je l'ai dit. Il y a encore des recherches qui sont par contre encore nécessaires pour cette population-là. Et les aider à arrêter, ça fait partie des actions les plus efficaces qu'on peut proposer à nos patients là. Si vous voulez aller plus loin, on a une formation sous forme de plateforme e-learning qui est toute récente, qui est reconnue DPC. Donc, si vous voulez, elle est gratuite. Il suffit de vous inscrire. Et il y a différentes branches. C'est pour les professionnels de santé. Il y a le circuit infirmier, circuit médecin, circuit sage-femme, circuit kiné. Donc, voilà, avec des quiz, avec un référentiel. Vous pouvez faire. Vous aurez un certificat à la fin quand vous aurez fini cette formation. Et puis un certificat DPC également. Et ça, vous pouvez le trouver en ligne sur Internet. Vous allez sur Internet et vous cliquez FAST, Université de Lorraine, parce que ça a été fait avec l'Université de Lorraine et l'ARS Grand Est. Donc, n'hésitez pas à aller sur cette plateforme, vous en apprendrez encore davantage. Et je reste à votre disposition. Oui, effectivement, quand il y a plusieurs addictions, c'est pas facile d'attaquer avec le tabac. Vous avez vu tout à l'heure, je vous ai dit, en général, il commence plutôt par les opiacés, par la cocaïne, l'alcool et termine par le tabac. Donc, on ne pourra pas attaquer le tabac s'ils ne sont pas pris en charge par ailleurs. Donc, il faut les orienter vers des prises en charge en addictologie pour les aider de façon aussi optimale à avancer à ce sujet-là. Et c'est uniquement comme ça qu'on arrivera à avancer avec le tabac. Sinon, c'est peine perdue. C'est pour ça qu'il faut travailler en réseau. La prise en charge du tabac, en général, c'est une prise en charge pluridisciplinaire à la base. C'est-à-dire, même quand il n'y a pas de coaddiction, on travaille et on met au courant les professionnels de santé qui suivent le patient. S'il est suivi en cardiologie, les cardiologues sont au courant, le pneumologue est au courant, l'infectiologue est au courant, le médecin traitant est au courant. C'est tout, le dentiste, on essaie de mettre au courant. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Il faut que toute l'équipe soignante soit au courant pour apporter le même message et soutenir ses patients. Il y a pas de spécificité particulière
particulières à la population vivant avec le VIH. Les spécificités, elles sont personnelles, elles sont particulières à chaque individu. Et donc, il y a des patients qui sont pas impactés par le VIH et qui ont les mêmes difficultés, qui peuvent avoir des troubles dépressifs ou d'autres difficultés dans la vie. Ça, on le prend en compte. Il faut le prendre en compte pour chaque personne. Et pour le patient VIH, pareil, mais pas différemment des autres patients. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pareil. Mais c'est vrai qu'ils sont plus peut-être, il y a peut-être plus de troubles dépressifs chez ces patients-là. Donc, il faut être attentif à ça et puis voir si c'est pris en charge correctement, pareil. Et puis revoir la situation et les orienter vers une prise en charge optimale s'il faut. Mais c'est ce qu'on fait avec la population générale aussi. C'est pas différent.